Famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. Ce cri de cœur est lancé ce 20 juin, journée mondiale du réfugié. Ils sont 50 000 au Burkina et c'est à leur côté dans le camp de Sogo-Nyonyogo, dans la commune de Pabré, que gouvernement et organisations humanitaires ont fustigé les causes de ces déplacements massifs en Afrique. Fraude avérée ou gesticulation de candidates malheureuses, la question se pose au sortir du premier tour des examens du CAP commercial, option employé de bureau. Au jury numéro 1 du lycée professionnel Bruno Buchweiser, Awa Touré et Aïssa Tiemtore accusent deux de leurs camarades admissibles d'avoir brûlé la première étape. Le président du jury donne sa part de vérité. Et puis, certification de qualité pour la Sonabi, désormais inscrite à l'ISO 9001 version 2008, la nationale des hydrocarbures voit ainsi la qualité de son management reconnu par le groupe AFAC-AFNOR. Madame, Messieurs, bonsoir. Le monde rend hommage aux familles déchirées par la guerre. Une seule, c'est déjà trop. Malheureusement, elles sont 45 millions à travers le monde, 16 millions en Afrique et 50 000 au Burkina. Des chiffres qui donnent à réfléchir sur les causes de ces déplacements massifs de population sur le continent. Au Burkina, la guerre au Mali est une cause de leur présence sur nos terres. Dans le camp de Soaga-Nyonyogo, où vivent environ 2000 réfugiés maliens, l'État burkinabé et les organisations humanitaires sont allés manifester leur solidarité et leur dire que même loin de la mère patrie, ils ont des droits. Jacques Lamissa Tarbaka. Une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop, tel est le thème de la Journée mondiale du réfugié, célébrée ce 20 juin. Mais ici, au camp de réfugiés de Sanyonyogo, dans la commune de Pabré, vivent plusieurs dizaines de familles déchirées par la guerre au Mali. Et en ce jour qui leur est dédié, l'on sent la joie d'être soutenu, mais surtout la joie au vu de l'accord de paix signé il y a 2 jours à Ouagadougou. C'est une journée qui nous apporte du bonheur. Et puis ça considère aussi avec notre signature de paix. Et ça nous donne une volonté à ce que nous, on est très bien et on pense à aller dans notre pays s'il y a la paix. Le Burkina Faso, qui abrite environ 50 000 réfugiés maliens, s'engage à les protéger, à leur apporter toute l'assistance nécessaire. Et l'accord signé entre les groupes armés Touareg et Bamako sous les auspices du médiateur Blaise Compaoré est la principale voie pour sortir les réfugiés de leur calvaire. Le Burkina reste fidèle à sa tradition de terre hospitalière, de terre généreuse et mettra tous les efforts qu'il faut pour apporter toujours plus de bonheur aux populations et fera tout sur le plan diplomatique, continuer d'œuvrer pour le retour de la paix et aussi faciliter et favoriser le retour des réfugiés. Il y a des problèmes au quotidien pour s'assurer que les services soient assurés pour les réfugiés. Dans toute la mesure du possible, on essaye aussi de faire quelque chose pour les communautés locales, même si ça reste très très minime par rapport à l'effort fait pour les réfugiés, pour des raisons budgétaires évidentes, mais on essaye dans toute la mesure du possible parce qu'on est très reconnaissant à ces populations locales. Et puis, bien entendu, sur le long terme, il y aura toute la question sur le retour éventuel des réfugiés maliens. Aux côtés du Burkina Faso, de nombreuses organisations internationales humanitaires assistent les réfugiés ici à Sanyonyogo et aussi à Goudébou et à Mentao dans la région du Sahel. Encore un peu de patience, peut-être bientôt le chemin de retour dans la mère patrie. Après la signature des accords de paix entre le gouvernement malien et le MNLA, tout semble aller vite. La commission mixte vient de prendre le relais depuis ce matin. Sa mission, préparer et accélérer le retour de l'armée malienne et le redéploiement de l'administration à Kidal dans la perspective de la présidentielle du 28 juillet prochain. Karim Patrick Namonou. L'obstacle le plus difficile a été franchi avec la signature des accords de Ouagadougou. La prochaine étape définit les conditions et le calendrier d'un retour de l'armée et de l'administration malienne dans la région de Kidal. Cette tâche est dévolue à cette commission mixte comprenant des représentants de l'armée malienne, des groupes du Nord assistés des Nations Unies, de l'armée française, de la MISMA et de la délégation burkinabé. And right now we are discussing the modalities on how we are going to work out
the ceasefire agreement. And I want to assure everyone that there's good cooperation. Présentement, nous travaillons sur les modalités de mise en œuvre des accords de paix. Je vous rassure que nous allons œuvrer à une bonne coopération entre le gouvernement malien, le MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Nous espérons achever nos travaux aujourd'hui pour pouvoir être à Kidal avant lundi prochain en vue d'entamer le démarrage du processus. À l'heure actuelle, il n'y a plus de point de désaccord entre les différentes parties. In earnest, we have reached an agreement as to how we're going to do it. There is no problem between the groups again. Dans la région de Kidal, la commission mixte devrait préparer et encadrer le processus sécuritaire pour éviter toute reprise des hostilités. Le rôle et la place de l'armée et de l'administration malienne seront clairement définis pour garantir la tenue d'élections libres et transparentes en juillet prochain. À chaque commune, un service social et un nouveau mécanisme de résilience pour les populations en souffrance. Ces priorités sont celles du ministère de l'Action sociale au département de la justice. Les perspectives pour les justiciables sont de rapprocher la justice avec une cour d'appel à Fada et un deuxième tribunal de grande instance à Ouagadougou. La feuille de route de ces deux départements ont été révélées par leur ministre de tutelle au cours du traditionnel point de presse du gouvernement tenu ce jeudi. Nyakiteda. La justice au service de tous les Burkinabés. C'est le credo de ce département selon son premier responsable. Draman Yameogo entend faire de l'appareil judiciaire un instrument sûr de l'ancrage démocratique au Burkina. Pour ce faire, les actions prioritaires du département sont axées sur des points qu'il juge lui-même essentiels pour une justice forte et équitable. Nous avons inscrit au titre de l'année 2013 la relecture de certains textes essentiels qui, en réalité, constituent un fondement essentiel du secteur de la justice. Nous avons également, au titre de nos actions prioritaires, estimé qu'il était nécessaire et que cela s'imposait au secteur de la justice de créer ce qu'on appelle un pôle économique et financier au sein du tribunal de grande instance de Ouagadougou et au sein du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Et nous avons pensé qu'en raison de notre situation économique actuelle, en raison de nos besoins de justice, nous avons pensé qu'il s'imposait à nous d'avoir une cour d'appel à Fada. Et nous avons également pensé qu'il était bon d'avoir un deuxième TGI à Ouagadougou. L'année 2012 n'a pas été facile avec beaucoup de cas d'inondation au Burkina Faso, mais également l'accueil de près de 80 000 réfugiés maliens sur le territoire burkinabé, selon le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Pour le docteur Alain Zoubga, l'État a débloqué près de 9 milliards de francs CFA pour les besoins d'urgence des réfugiés. Au regard de ces facteurs, une nouvelle orientation du ministère et un nouveau mécanisme de résilience des populations sont préconisés au département de l'Action sociale. Nos priorités sont centrées sur les volets suivants. D'abord, la réorientation des programmes donc, à travers un renforcement des capacités institutionnelles du département, mais aussi le renforcement des capacités d'intervention du département, le renforcement des mécanismes de résilience au niveau du département, mais enfin, une autre vision de ce département. Plusieurs points se rapportant à l'actualité ont été abordés, dont celui relatif à la marche de l'opposition contre le Sénat. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, cela fait partie de la bonne marche de la démocratie et en tout état de cause, la mise en place du Sénat participe du respect des dispositions de la Constitution. Découragement n'est pas unir PS. La débâcle de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, aux dernières élections couplées n'entame en rien la combativité du parti sur le plan politique. Maître Benewende Sankara a dit tirer les leçons de ces dysfonctionnements internes au parti qui en seraient la cause. La reconquête de son rang perdu est la priorité de ses actions présentes et futures. Le résumé du point de presse avec Aboubakar Sagnon. 4 députés, 386 conseillers municipaux dont 2 maires, c'est la moisson de l'Union pour la Renaissance parti sankariste à l'issue des élections couplées du 2 décembre dernier. Une contre-performance au regard des objectifs que l'UNUR-PS s'était fixés, à savoir constituer au moins un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
Les causes de ce recul, le non-vote du président du parti aux élections présidentielles de 2010, un acte que les Burkinabés n'ont jamais compris. L'échec du meeting d'avril 2011 pour demander le départ du président Compaoré et la non-mise en œuvre des recommandations des différents forats du parti sont aussi cités parmi les raisons qui justifient ces résultats en berne. Mais le parti de l'œuf entend rebondir pour occuper la place qui est la sienne dans l'arène politique burkinabé. Nous comprenons que les résultats obtenus aient été accueillis par certains camarades comme une catastrophe, car trop en deçà de nos attentes. Mais en bon sankariste, au moment où le découragement s'installait dans nos rangs, nous avons trouvé les ressources nécessaires pour résister et persévérer dans notre combat, et le Bureau politique national nous a donné clairement une ligne de conduite, et j'ai le plaisir de vous annoncer la tenue les 21 et 22 décembre prochains de notre congrès autour du thème « La nouvelle dynamique pour une alternative sankariste » avec l'UNUR-PS. L'UNUR-PS a bénéficié de 28 millions de francs CFA au titre de la subvention de l'État pour la campagne électorale, mais le parti a dépensé au total plus de 52 millions de francs CFA. L'utilisation de la biométrie, selon Maître Sankara, est une avancée, mais le procédé doit être amélioré. Le chef de l'UNUR-PS a aussi profité pour exprimer une nouvelle fois l'opposition de son parti à la création de la deuxième chambre, à savoir le Sénat. Le BPC, session 2013 déjà aux oubliettes, mais des candidats les plus malheureux certainement sont rentrés dans l'histoire négativement. La raison, leur niveau d'études et de connaissances laisse à désirer. Des mots, des expressions ou encore des définitions qui ne sont pas dignes d'un élève de niveau 3e sont répertoriés. Voici ce qu'on appelle les perles et les bêtisiers de l'édition 2013 du BPC avec Éléonore Yerbanga. La communauté économique et démocratie ouest-africaine serait la nouvelle signification de la CEDEAO avec son siège à Genève. C'est l'une des perles de la session 2013 du brevet d'études du premier cycle. En géographie, à la question de savoir quelles sont les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes alimentaires au Burkina Faso, certains candidats ne se sont pas fait prier pour étaler leur ignorance. Et voici quelques réponses. Encourager la consommation des produits chimiques, l'opération Zaka et les cultures de contre-saison et l'encouragement des alimenteurs. Et pour eux, les deux obstacles à l'intégration sur-régionale en Afrique de l'Ouest seraient le CIAO et les nuits atypiques de Koudougou, ou encore l'obscurité et l'intégralité. Et même le Burkina Faso et le Niger seraient des obstacles à l'intégration. En histoire, on peut voir la création de nouveaux sigles. Ainsi, l'AOF, l'Afrique occidentale française, deviendrait l'Association des orphelins du Faso. Et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'Organisation économique des fonctionnaires ou encore l'Association des élèves du Faso. Quant à la participation de la Haute-Volta à la guerre de 1914 à 1918, elle serait guidée par le fait que Hitler a bombardé la France et causé du même coup la Première Guerre mondiale entre l'Afrique et le Burkina Faso. En sciences de la vie et de la terre, à la question de savoir quels sont les signes de la rage chez l'homme, voici quelques réponses. La personne aboie comme un chien et il mord les champs. Et aussi, la rougeole et le spermatozoïde. En outre, une personne qui héberge le VIH dans son corps serait tout simplement un sida mâle ou une asepsie, selon les candidats. Et pour couronner le tout, le rein aurait pour le rôle essentiel de faire des enfants. Face à de telles réponses, faut-il en rire ou en pleurer? Les professeurs auraient-ils manqué leur mission ou seraient-ce les élèves qui n'ont pas assimilé leurs cours? Ou tout simplement, la faute reviendrait-elle à notre système éducatif? Une chose est sûre, de telles réponses dénigrent davantage l'éducation dans notre pays et il faudra très vite travailler à les faire disparaître des copies de nos candidats.
En rire ou en pleurer, c'est à chacun de décider. Que s'est-il réellement passé au jury numéro 1 du lycée professionnel Bruno Buchweiser de Ouagadougou? Ce qui n'était qu'une simple rumeur s'est amplifié avec une menace de plainte devant la justice. 2 candidates malheureuses du premier tour du CAP commercial, option employé de bureau, accusent le jury de passe-droit accordé à 2 autres candidates admises au second tour. Faux, répond le président du jury qui maintient que les mises en cause ont bel et bien réussi à la première étape de l'examen. La trame de l'histoire avec Ramatou Zida et Nyakiteda. La plainte est grave et même très grave. 2 candidates à l'examen du CAP commercial, option employé de bureau, sont accusées de n'avoir pas composé alors qu'elles sont admissibles pour le second tour. C'est du moins l'avis de Touré Awa et de Kiem Touré Aïssa. Il y avait une fille de ma classe qui était arrêtée. Donc, elle a dit que non, qu'il y a sa voisine qui n'était pas là. Donc, je suis allée, j'ai déposé ma machine même sur la table pour taper. Je ne l'ai pas vue. J'ai juste dit, j'ai déposé ma machine et il n'y avait personne. C'est à la fille, là, à Traoré Awa maintenant, de dire si réellement elle l'a vue ou pas. Sinon, pas à moi. Moi, j'ai juste dit, quand j'ai déposé ma machine, je n'ai pas vu quelqu'un. Des accusations réfutées en bloc par le président du jury. C'est pas vrai. On a procédé sur place, j'ai procédé aux vérifications. Bon, je les ai dit que moi j'ai vérifié, mais les candidats ont bel et bien composé. Donc le lendemain matin, lundi, c'était la composition du second tour. Avant que les élèves commencent à composer à 7h, à 6h30, je suis passé dans toutes les salles de composition. J'ai donné l'information. Comme quoi il y a des candidates qui sont venues se plaindre qu'il y a 2 qui sont sur la liste et qui n'ont pas composé. Mais quand j'ai donné le numéro PV des élèves concernés, mais tous les élèves ont réagi. Ils ont réagi tout de suite. Non, c'est pas possible. Elles étaient bel et bien là. C'était bel et bien là, elles ont composé. L'une des plaignantes, Touré Awa, dit ne pas en rester là et compte même saisir les autorités compétentes. Mais pour le président du jury, c'est un malentendu sans doute lié à la numérotation des tables bancs. Quand vous prenez, comme je vous disais, pour la salle 6 par exemple, les candidats qui sont dans la salle, c'est bien le candidat de 91 à 143. Mais on ne les a pas assis dans l'ordre. C'est-à-dire le 91 n'est pas assis, derrière lui c'est le 92, 93. Non. Dans la salle, on mélange. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, dans la salle, vous pouvez trouver le 91 qui est assis avec le 120. Ce n'est pas dans l'ordre, mais ils sont tous dans la même salle. Et c'est comme ça que la fille, celle qui a le 127, pour elle, le numéro 128 était assise derrière elle. Pourtant, ce n'était pas le 128, puisque ce n'est pas dans l'ordre. Voilà. Donc, du coup, dans sa tête, le 128 n'est pas venu. Finalement, il n'y a pas eu de fraude. L'accusation n'est certes pas fondée, mais la situation à laquelle rappelle une fois de plus l'importance d'éviter les rumeurs qui peuvent porter préjudice à autrui. Eux, leur sort est déjà entre les mains de la justice. 2 présumés malfrats, auteurs d'usurpation de titres de faux et usage de faux en écriture publique sont tombés entre les mailles du filet de la brigade anticriminalité et de la police judiciaire. Leur mode opératoire avec Moussaki et Karim Patrick Namouanou. Ouagadougou, le mode opératoire, l'usurpation d'identité et le faux et usage de faux. Ils ont été mis hors d'état de nuire par la brigade anticriminalité BAC et le service régional de police judiciaire SRPJ. Ce présumé malfaiteur se faisait passer pour un officier de police en civil détaché au grand marché de Ouagadougou. La perquisition menée à son bureau nous a permis donc de découvrir par devers lui un important lot de cachets ou sceaux de l'État portant les sceaux de la police nationale et également des faux spécimens de documents publics, notamment des diplômes du baccalauréat et du BPC. La seconde personne interpellée, c'était lui attribuer la compétence d'un agent commercial. L'établissement du diplôme et leur légalisation moyennant 2500 francs CFA, il y était passé maître. Les actes de son forfait se citent à l'appel. L'intéressé également, lui, avait dévers par lui 161 fausses attestations de vente de véhicules portant les sceaux des autorités portières de Lomé. On a également saisi avec lui un important lot de cartes grises vierges, de faux permis de conduire et plusieurs autres documents administratifs
qui l'établissait chez lui à la maison. Ces deux présumés malfaiteurs ont été confiés aux bons soins du procureur du Faso. Leurs complices courent toujours et la police est à leur trousse. Arrêt chantier en rouge, c'est l'inscription sur les bâtiments en construction qui ne respectent pas les normes en vigueur en la matière. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme veille au grain et mène la sensibilisation. Les entrepreneurs en bâtiment l'ont appris à leur dépens à Tinkodogo dans le Boulgou. Sur la dizaine de chantiers visités, seul un est en possession de documents légaux. Visite guidée et l'honneur Yerbanga. Un lieu de culte en construction sur une réserve administrative dans le quartier Kuala Gomis du secteur numéro 1 de la ville de Tinkodogo. Sans autorisation de construction, ceci n'est pas un cas isolé. Dans cet autre quartier de la même ville, c'est un espace d'habitation qui est transformé en lieu de commerce. Ce qui concerne la réserve administrative occupée par un lieu de culte, il y a deux infractions que nous avons constatées. L'une porte sur le fait que la réserve n'a pas été l'objet de changement de destination ou de déclassement. Et la deuxième infraction, c'est que le lieu de culte a été construit sans autorisation préalable, c'est-à-dire le permis de construire. Et comme c'est un établissement recevant du public, il y a nécessité, c'est même une obligation d'obtenir le permis de construire avant toute construction. Et nous avons demandé aux intéressés de suspendre les travaux en attendant que les dispositions réglementaires et législatives soient respectées. Ces délits dans le domaine de la construction sont passibles d'une amende allant de 200 000 à 2 millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois. Et cette première sortie du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme vise à sensibiliser les responsables de chantier. La phase répressive va suivre. C'est pourquoi je voudrais également inviter toute personne, propriétaire de maison, propriétaire d'un bâtiment, à en faire un lieu sécurisé pour lui-même, sa propre famille et également pour les personnes et leurs biens. À quelques mètres de ces cas de chantier non autorisés, un immeuble de type R+2 en construction avec tous les documents nécessaires. C'est un établissement commercial. Et l'intéressé a pris les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec la réglementation. Et c'est ce que nous souhaitons avec les autorités régionales, municipales et provinciales, que ce soit un exemple pour tous. Les 3 responsables de chantier ont tous reçu des invitations à la mairie pour la poursuite de la sensibilisation. L'opération de contrôle des constructions de bâtiments devra se poursuivre dans la ville de Tinkodogo jusqu'au samedi prochain. Le Premier ministre, un bon exemple en matière de construction de latrines. Promesse tenue avec une trentaine de latrines familiales dans son village natal de Pouni, dans le Sanguier. Dans le rôle de veille, le réseau riche et l'ONG WaterAid lui ont décerné, ainsi qu'à d'autres leaders du village qui ont effectué le même geste, des attestations de reconnaissance. Fousseni Kindo. C'était le 23 juin 2012 à Pouni. Lucadolf Tiao s'engageait à construire une trentaine de latrines familiales pour son village natal. Un an après, ses promesses sont tenues et cette cérémonie couronne le processus. En lançant cette opération, dans toute la commune, nous sommes, je pense qu'à peu près un peu plus d'une cinquantaine de latrines qui ont été promises. Et je pense que nous allons tout mettre en œuvre pour que ces 50 latrines soient réalisées. Mais nous en attendons encore plus. Et j'espère que l'exemple que nous avons posé ici à Pouni va faire tache d'huile dans les autres communes du Burkina Faso. Lancé dans le cadre de l'opération ATPL, assainissement total porté par les leaders, cette initiative du RICH, le réseau de journalistes pour l'eau potable et l'hygiène, et l'ONG WaterAid va aider à Pouni à réduire le péril fécal et améliorer l'hygiène de vie dans ce milieu rural. Et pour les populations de la localité, elles ne peuvent que se réjouir de l'initiative d'un fils du village. Le Premier ministre a reçu à l'occasion une attestation de félicitations du RICH qui encourage d'autres leaders du Sanguier et du pays à s'engager pour que le droit à l'assainissement soit une réalité dans tout le pays.
Le label qualité pour la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, la certification ISO 9001 version 2008 pour la qualité de son management lui a été remise ce mardi à Ouagadougou. Une reconnaissance du groupe AFAC-AFNOR après une évaluation qui s'est avérée positive pour la Sonabi. Reportage Ramatou Zida et C. Sylvestre. La Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi, désormais reconnue sur le plan international pour la qualité de son management. Elle obtient ainsi le certificat ISO 9001 version 2008. Cette certification est le couronnement de 8 ans de démarches qualitatives conformément aux exigences de la norme 9001. Une démarche à travers laquelle la Sonabi ambitionne de se hisser comme leader régional dans l'approvisionnement des produits pétroliers. Nous sommes dans cette démarche depuis un bon bout de temps, depuis la mise en place de notre plan stratégique 2004-2008. Et c'était vraiment un challenge pour nous d'engager la Sonabi dans cette démarche qui est gage de qualité, de performance et de progrès. Et c'est reconnu de tous. La norme ISO, c'est une norme d'exigence. Lorsqu'on est conforme à ces normes, on a droit donc à ce certificat qui est décerné par un organe habilité qui est AFAC-AFNOR. Cette distinction à la nationale des hydrocarbures a été décernée à l'issue d'une évaluation dont les résultats ont été jugés probants. Ils ont subi une évaluation rigoureuse, une évaluation de conformité de leurs produits, une évaluation de bon fonctionnement de leur processus, organisation en place pour pouvoir satisfaire les clients et éviter tous les risques de non-conformité produits ou organisationnels. La certification est délivrée pour une durée de 3 ans et l'entreprise fera l'objet de contrôles périodiques pour vérifier le respect des exigences. La Sonabi s'est dit engagée dans un processus de développement. Elle entend consolider cet acquis et tenter à l'avenir d'obtenir la certification 14001, norme de l'environnement, et la certification 18001, norme de la sécurité. Il est enfin là, le nouveau quart de reportage de la RTB. Après une période de vérification et de formation de l'équipe technique, le véhicule est désormais opérationnel. Le quart, qui a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA, a été réceptionné hier par les premiers responsables de la RTB. Maxime Zongo. Avec cette acquisition d'envergure dotée d'un équipement de pointe, la RTB vient de faire un pas de géant vers des productions de qualité et surtout dans la couverture des grands événements. Nous sommes tous dans la joie parce que chaque fois qu'on a un bébé qui naît et qui commence à crier, c'est vraiment une véritable joie. C'est un projet de grande envergure qui a été initié, qui a suivi son processus, long certes, mais qui aboutit à un résultat que vous voyez aujourd'hui, qui est la réception provisoire. 6 caméras haute définition avec une possibilité d'extension à 12 et bien d'autres fonctionnalités. Voilà comment se décline le contenu de ce nouveau quart de reportage numérique, désormais opérationnel. Ça a été un marché en compétition, un appel d'offres international dont nous avons postulé et que parmi les soumissionnaires, c'est nous qui avons été attributeurs. Donc on s'est débuté maintenant à la construction. Le fournisseur est basé en Italie. Donc c'est depuis l'Italie qu'on faisait la construction. Et que la RTB avait désigné des gens, des techniciens aussi, qui participaient à la visite de la construction. 1 735 599 595 francs CFA, c'est le coût de cet investissement dont la construction a duré 8 mois. Vous avez un cas de production totalement HD, c'est-à-dire haute définition. Donc, c'est les dernières technologies actuellement de la vidéo. Donc, c'est un car qui est composé essentiellement d'une régie vidéo numérique avec une console, la dernière version HD, d'une régie audio avec une console audio numérique et d'une salle, une régie de commande pour les ralentis et pour les caméras. Pour les premiers responsables de la RTB, tout sera mis en œuvre afin de garantir sa durabilité. Bientôt donc sur votre chaîne nationale, des performances et des exploits sans précédent pour votre plaisir.
La Jeune Chambre internationale à la découverte du Conseil économique et social visite des locaux du CES et échange avec le premier responsable de l'institution et tête au programme. Cette organisation de jeunesse voudrait ainsi connaître le fonctionnement, les objectifs et la place du CES dans le paysage institutionnel burkinabé. Commentaire signé Agnaki Teda. La Jeune Chambre internationale du Burkina Faso à la découverte de l'univers du Conseil économique et social. Une visite à double objectif, mieux connaître l'institution et créer un partenariat pour l'éveil et la conscientisation de la population en matière de civisme. J'ai voulu rendre visite au CES, non seulement pour renforcer notre connaissance des mécanismes de fonctionnement des institutions de l'État, mais également c'était une opportunité pour nous de traduire notre reconnaissance un vibrant hommage à la personne du président du CES, M. Paramanga Nessioli, qui, à travers son leadership positif, à travers un parcours professionnel exemplaire, est un exemple vivant pour la Jeune Chambre du Burkina Faso. La promotion du civisme, c'est l'un des grands chantiers sur lesquels s'est engagée l'équipe dirigeante de la JCI. Et pour ce mandat 2013, elle a pour ambition de rassembler toutes les composantes de la société autour des mêmes idéaux pour un Burkina prospère. Quand on regarde la composition de la délégation de ce matin, et quand on connaît les idéaux de la Jeune Chambre internationale, je pense que ça nous donne des motifs de croire qu'au Burkina Faso, il y a une jeunesse consciente, patriotique, et dynamique et volontaire, et qui donc essaie de défendre les vertus qui sont celles défendues par nos sociétés ici. Le partenariat scellé, ce sont des membres de la Jeune Chambre internationale qui sortent édifiés de cette visite au CES. Une visite qui a galvanisé davantage les jeunes leaders engagés à regarder positivement dans la même direction pour un monde meilleur. Les agents du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi sont eux en formation sur la politique nationale de la jeunesse. Il s'agit de renforcer les capacités de ces cadres en matière de gestion axée sur les résultats. La formation qui se tient à Koudougou devrait aboutir à la mise en place très prochaine du comité de suivi de la politique nationale de la jeunesse. Yolande Lompo. Ils sont environ une trentaine de cadres du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi à prendre part à cette session de formation. Une formation organisée en prélude à la mise en place du comité de suivi de la revue de la politique nationale de la jeunesse. L'objectif visé par cette formation est de renforcer les capacités des cadres du ministère de la Jeunesse en matière de gestion axée sur les résultats, c'est-à-dire renforcer les capacités en matière d'identification des problèmes, de formulation des résultats attendus et de comprendre le processus pour que l'on puisse atteindre un résultat formel. La jeunesse burkinabé doit pouvoir s'épanouir et participer pleinement à la vie de la nation. Réussie. Pour y parvenir, l'UNFPA, qui est leur partenaire technique et financier, se propose de dispenser 3 modules aux participants au cours de ces 5 jours de renforcement de capacité. Le premier va porter sur la formulation des résultats et le deuxième module va porter sur quelles sont les chaînes de résultats. Et avant de formuler les résultats, il faut faire une analyse causale. Quelle est la cause de la manifestation d'un problème? Et sur la base de ces causes-là, quels sont les éléments sur lesquels on peut avoir une influence positif pour faire changer. Et le dernier module maintenant va porter sur le suivi-évaluation. Et à cette rencontre sera évaluée la PNJ 2008-2012 dans le but d'élaborer une nouvelle politique de jeunesse qui prenne en compte le contexte complexe de la jeunesse au Burkina Faso. Une étude comparative du lien pauvreté-dégradation des sols au Burkina et au Niger est au centre d'un atelier ouvert ce matin à Ouagadougou. C'est le résultat de 4 années de recherche sur la problématique de la dynamique de la pauvreté et de la dégradation des terres dans le Sahel. La restitution des travaux devra sanctionner cette rencontre régionale. Ernest Kambiri. Le projet sur l'étude de la dynamique de la pauvreté et de la dégradation des terres en zone sahélienne est exécuté depuis 2010 au Burkina Faso et au Niger avec comme objectif de comprendre dans quel but
les terres auraient pu être déterrorisées depuis les années 80. Il s'agissait également de regarder dans une dynamique de comparaison entre les années 80 et 2010 s'il y a eu une évidence de détériorisation des conditions de vie des ménages en zone rurale et de faire le lien entre cette dégradation des sols et la pauvreté en milieu rural. Et au terme de cette étude, les résultats des 4 années de recherche sont restitués au cours de cet atelier régional. Cadre propice d'échange sur la pertinence des résultats générés par le projet, la rencontre permettra aux différents acteurs de mieux cerner la dynamique de la pauvreté et de la dégradation des sols au Niger et au Burkina. Au terme de ces échanges, les acteurs impliqués vont disposer d'une base importante de données sur les trajectoires de développement à même de réduire la pauvreté et la dégradation des terres en milieu rural. Sur l'état des lieux et la gestion des produits chimiques dans les zones minières et cotonnières du Burkina, 3 études ont été commanditées par le gouvernement et le PNUD, soumises à validation ce mercredi. Ces études visent à permettre un meilleur encadrement de l'utilisation du mercure, du cyanure et des pesticides, entre autres, dans les champs de coton et dans les mines pour une meilleure préservation de l'environnement au Burkina. C'est Sylvestre. Ces cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont 3 jours pour valider 3 études sur l'état des lieux de la gestion des produits chimiques dans les zones minières et cotonnières au Burkina. Ce sont des études réalisées dans le cadre du projet Initiative Pauvreté Environnement piloté par le PNUD. Les 3 études qui sont soumises à l'examen ce matin portent essentiellement d'une part sur la situation de la gestion ou le coût de l'inaction dans la gestion des produits chimiques dans les secteurs du coton et des mines au Burkina Faso. Deuxièmement, la situation au niveau du cadre réglementaire et législatif en ce qui concerne l'utilisation des produits chimiques. Et enfin, troisièmement, une étude sur l'utilisation des produits chimiques, en particulier dans le secteur artisanal minier, dans la perspective de la promotion d'autres pratiques plus durables en matière d'utilisation des produits chimiques. Pour accroître les rendements dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière, producteurs artisanaux et industriels utilisent des produits tels que le mercure, le cyanure et les pesticides. La mauvaise utilisation de ces produits cause des impacts souvent irréversibles sur l'homme, les animaux et l'environnement. Les populations ignorent leur impact sur la santé humaine, sur la santé animale, sur les sols même. Donc, je pense qu'il y a plus de 1000 molécules qui sont introduites dans le pays comme ça. Et donc, nous allons voir aujourd'hui quel est cet état des lieux-là pour que les uns et les autres, les techniciens, donnent leur point de vue. Les participants à cette rencontre de Ouagadougou devront examiner, amender et valider les 3 rapports d'études. Les fruits des réflexions vont être mis à la disposition du ministère en charge de l'environnement. Des données qui devraient faciliter l'intégration de la gestion écologique rationnelle des produits chimiques dans les programmes, projets et plans de développement au niveau national. L'heure du bilan du mois de la famille et de l'enfant bouclé ce mardi à Koudougou. L'objectif du plein épanouissement de l'enfant dans une famille harmonieuse était recherché. La caravane Stop Excision qui a sillonné les régions du centre-nord et du plateau central, les conférences publiques sur les thèmes liés à la famille et à l'enfant et les crosses populaires ont participé à l'atteinte de cet objectif. À la clé d'1 mois d'activité, des chèques et des vivres ont été remis au centre d'accueil d'enfants en détresse et aux familles d'accueil défavorisées par le ministère de l'Action sociale. Pélagie Savadougou. Lancé le 16 mai dernier à Yako, le mois de la famille et de l'enfant s'achève et cette fois dans la cité du Cavalier Rouge. Une apothéose qui coïncide avec la 23e journée de l'enfant africain commémorée sous le thème « Éliminer les châtiments corporels à l'égard des enfants, notre responsabilité collective ». Le mois de l'enfant, dont la finalité est le plein épanouissement de l'enfant dans une famille équilibrée, a permis d'engranger des acquis s'agissant de la lutte contre la pratique de l'excision et l'élimination des châtiments corporels à l'égard des enfants. Avec la caravane Stop Excision, plus de 6500 personnes et plus de 100 détenteurs de pouvoir local ont été sensibilisés. Un bilan satisfaisant, mais des défis restent encore. Le ministère a une phase de réflexion profonde parce que nous devons approfondir nos actions. Il va falloir donc que nous puissions voir autre chose que ce qui se passe aujourd'hui, en complément pour renforcer l'action sociale.
Les partenaires techniques et financiers, le parrain, le gouverneur de la région du Centre-Ouest, tous ont manifesté leur reconnaissance à Mme Chantal Camporé, la patronne de la cérémonie. Ils ont aussi dénoncé les pratiques qui compromettent la vie et l'avenir des enfants et souligné le rôle important de la famille dans l'épanouissement des enfants. Au point de vue messager et au point de vue information, les choses ont bien passé. Ce mois est réservé à une profonde réflexion de manière à ce qu'il y ait un changement qualitatif au niveau des familles, les rapports entre les parents et les enfants, les rapports entre les différents éducateurs et les enfants, pour qu'il y ait plus d'ouverture, plus de transparence, plus de tendresse dans la communication. Séance tenante, un chèque de 20 millions de francs CFA a été remis par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale en faveur de 34 centres d'accueil d'enfants en détresse de la ville de Koutgou. Les familles d'accueil ont aussi reçu un chèque de 15 millions de francs CFA et des vivres. Le 16 juin, aux environs de 23 heures, la joie était triple pour le couple Pouya. Après 10 ans de vie commune sans enfants, ils sont devenus en l'espace de quelques minutes des heureux parents de triplés. Et ce sont là les tout premiers triplés de l'hôpital national Blaise Compaoré. Yolande Lompo. Le couple Pouya est comblé au-delà de ses espérances après avoir cherché un enfant pendant une décennie. À 36 ans, cette jeune maman, infirmière de profession et hypertendue, a bien failli perdre ses bébés. Mais fort heureusement, tout s'est bien passé et le couple est fier de ses enfants nés le 16 juin 2013 aux environs de 23 heures. À un peu moins de 6 mois, elle a constaté un léger écoulement liquidien. Et donc, dans cette situation, nous l'avons hospitalisée jusqu'à la nuit du 16 juin, où la patiente a senti quelque chose au niveau génital. Nous n'avons pas pu atteindre l'âge de la grossesse escompté, mais devant cette situation, nous avons indiqué la césarienne. Quand elle est rentrée au bloc, c'est en ce moment même que j'ai commencé à avoir des palpitations, jusqu'à ce qu'elle, en tout cas, un infirmier sorte pour dire que tout s'est bien passé et qu'on demandait des avis pour habiller les enfants. Tout de suite, j'ai demandé où est la maman. On m'a dit non, que la maman va bien. Et bon, on a demandé 3 avis. Donc logiquement, si on demande 3 avis pendant qu'on savait que c'est 3 enfants, mon cœur a commencé à... et oui, et puis bon, il faut dire, on a beaucoup grâce à Dieu pour nous avoir conduits à terme. À leur naissance, les 2 garçons et la fille pesaient respectivement 1,270 kg, 1,3 kg et 1,8 kg et ont été admis en salle de néonatologie où ils reçoivent des soins adaptés à leur cas. C'est une surveillance continue. Les paramètres surveillés, c'est la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, la température. Mais il y a un programme de surveillance également chez les infirmières et pas chaque heure pour élever la température axillaire ou rectale avec le thermomètre médical. Toutes les 2 heures ou 3 heures, selon la prescription médicale, ils passent pour le gavage de lait artificiel, mais avant, ils vérifient qu'il n'y a pas de résidus au niveau de l'estomac. Maintenant, les soins, ça veut dire la toilette des nouveau-nés, c'est une fois dans la matinée. Maintenant, les changes, ça veut dire les couches vérifiées, si elle a eu des urines, s'ils ont eu des selles. Ça, c'est à peu près en même période que l'alimentation. C'est des soins groupés pour que les enfants ne se refroidissent pas. Et ils vont rester sous couveuse jusqu'à environ au terme de 34 semaines ou vers un poids de 1,5 kg où ils pourront sortir de couveuse. Zizel, la maman des triplés, reçoit en ce moment un traitement contre-indiquant l'allaitement et sortira probablement le 21 juin après 17 jours d'hospitalisation à raison de 5 000 francs CFA par jour la chambre. Quant aux petits, ils en auront pour 3 semaines à raison de 15 000 francs par jour et par enfant. Un rapide calcul nous a permis d'estimer la somme à verser par le couple Pouya à 945 000 francs CFA pour ce qui est du séjour des triplés, sans compter celui de la maman et le coût des différents examens et des ordonnances. Au cours de son hospitalisation, nous avions approché le premier responsable, le DG, et qui a pris les dispositions avec le service social et donc qui a en train de monter un dossier, approcher certaines structures habilitées en la matière
Je pense notamment à la Fondation Souka, à la Fondation BOA. Et on espère que d'ici là, quelque chose sera fait pour booster les efforts du couple. Mais en attendant que de bonnes volontés puissent voler à leur secours, l'administration de l'hôpital national Blaise Compaoré a offert des cadeaux au triplé. Voilà, Dieu est merveilleux, tout simplement. Et ce ne sont pas les femmes musulmanes qui diront le contraire. Réunies à Ouagadougou pour leur premier forum sur les cadres d'éducation et d'apprentissage coranique, ces femmes musulmanes venues des 45 provinces ont pendant 72 heures bénéficié des enseignements qui leur permettront de renforcer leur connaissance de l'islam et du Coran. Estelle Judith Assoba. La Ligue nationale des femmes de la communauté musulmane du Burkina bataille dure contre l'ignorance des principes de l'islam. Pour gagner ce combat, elle a choisi d'organiser ce forum sur les cadres d'éducation et d'apprentissage coranique des femmes musulmanes. Compte tenu de l'importance du sujet, cette rencontre a réuni des responsables de femmes musulmanes, des maîtres coraniques et des leaders religieux venus des 45 provinces du Burkina. Les personnes ressources et averties des problèmes de l'éducation et des concepts de l'islam vont partager leur savoir et leurs expériences avec les participants à travers 5 communications. Il s'agira de façon spécifique de faire l'état des lieux sur les cadres d'apprentissage et d'éducation coranique et de dégager des perspectives. La contribution des leaders religieux musulmans dans le renforcement et l'amélioration du système éducatif et d'apprentissage du Coran est aussi attendue à ce forum. Des travaux en atelier permettront aux participants de réfléchir sur les thématiques liées à l'éducation et à l'apprentissage coranique des femmes, mais surtout d'apporter des innovations. À l'issue de ces échanges, des recommandations et des propositions qui seront élaborées seront transmises au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Koumba Boli devra à son tour les soumettre au gouvernement. Merci de votre attention à ce journal qui s'achève. Excellente suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.